Super. Bonjour à tous. Vous nous entendez bien? Oui, Oui, c'est bon. Ok, super. On est là avec Clément. Moi, je m'appelle Iva Bochin, je suis manager data chez Converteo. J'ai travaillé sur un projet avec Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, dont il y a certains qui sont connectés aujourd'hui, et avec Clément côté Google pour l'implémentation de Retail Search qui s'appelle aujourd'hui Search for Commerce, qui changera sûrement de nom. On verra pour la suite. Et donc l'objectif aujourd'hui, ce serait de vous présenter la solution qui est très performante, qu'on adore, et de montrer un peu quels sont les éléments, la suite, l'évolution de cet outil, on est sur le projet depuis 1 an et ça évolue déjà beaucoup. Donc on a de la chance de travailler avec Google pour justement pouvoir remonter nos souhaits et faire évoluer l'outil pour nos besoins. Donc voilà, donc je te passe la main, Clément, pour... merci Yvan. Alors, on va commencer, en effet, c'est Search for Commerce. Je l'ai bien rappelé, ça s'appelait Retail Search avant, ça changera certainement de nom, t'as bien raison. Euh, Avant de commencer, ce qu'on voulait faire, c'était peut-être une petite introduction sur qu'est-ce qu'on voit côté Google, et c'est peut-être un des messages forts de ce produit, c'est comment est-ce que Google met son expertise dans le cloud à disposition des entreprises. Je pense que c'est un des produits qui traduit le mieux cet esprit-là, c'est de dire comment est-ce qu'on met tout notre savoir-faire du search, et notamment du search pour le retail, à disposition des retailers. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que 15% aujourd'hui des requêtes qu'il y a sur google.com chaque jour sont différentes de la veille. Donc la première chose qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que il n'y a pas un moteur statique de search où on va se dire maintenant je connais toutes mes requêtes et je sais ce que les utilisateurs vont taper, donc je suis capable de les personnaliser, de les ranker comme il faut, et puis vos produits évoluent, donc forcément les requêtes vont évoluer aussi. Le deuxième message, c'est que ces requêtes-là, elles étaient plutôt très simples, surtout dans le retail. Ça fait longtemps que sur du Google, on voit de plus en plus de requêtes de plus en plus longues, des gens qui nous copie-collent des pavés de texte pour retrouver l'extrait d'origine d'un document, par exemple. Mais dans le retail, ce qu'on voit, c'est qu'on passe de requêtes qui sont de plus en plus longues et qui deviennent des questions. Et c'est des choses qui, vous allez le comprendre, vont se traduire dans notre moteur de recherche Search for Commerce. Le troisième grand message, et si vous êtes passé à côté en 2024, c'est que on a des nouvelles technologies qui arrivent, comme par exemple le génératif, qui à la base ont été conçus plutôt pour comprendre les intentions du client, d'ailleurs par Google, et qui se transforment aujourd'hui avec le generative AI en comment est-ce qu'on va pouvoir fournir une information de plus en plus pertinente, résumée aux utilisateurs. Un des derniers points qui est essentiel au search, c'est que avant on avait des search qui étaient textuels et le génératif a inclus aussi une nouvelle façon de rechercher. Alors c'est pas forcément de génératif, on le voit sur Google Lens par exemple. On est passé en 2-3 ans de quelques millions de requêtes à quasiment 12 milliards de requêtes par mois sur Google Lens. Et c'est des choses, bien évidemment, que les retailers vont devoir mettre en place dans leur propre e-commerce pour finalement offrir la même expérience, que ce soit pour chercher des produits visuellement similaires ou pour enrichir finalement une recherche en disant je cherche un produit qui ressemble à ça et l'enrichir avec du textuel, et c'est ce qu'on appelle le multimodal search. Au final, euh, on est vraiment centré sur l'utilisateur aujourd'hui. Ce qu'il veut, c'est, je viens de le dire, du multimodal. Il veut aussi du multipurpose. Alors, qu'est-ce que j'entends par multipurpose? Il veut pas toujours acheter des produits sur un site e-commerce. Il veut aussi de l'inspiration et donc des shopping assistants. Il veut aussi du customer service. Alors, la question la plus basique, c'est comment est-ce que vous pourriez m'aider à retourner mon produit, ou quelles sont les modalités de retour d'un produit. Et puis, il va aussi se poser des questions sur où est le magasin le plus proche de chez moi. Ce qu'on voit sur les sites aujourd'hui, c'est que chaque
chaque besoin est couvert par une barre de recherche qui est différente. Et ce qu'on a comme vision sur le produit, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire tout dans la même barre de recherche et voire même avec la même API. Et c'est un des messages les plus forts de ce que vous devriez mettre en place dans les années à venir. C'est comment est-ce que je transforme mon search en textuel, qui est textuel aujourd'hui, en multimodal, en multipurpose et en conversationnel à un seul endroit, en une seule barre de recherche. Alors, maintenant que j'ai dit ça, on va rentrer un peu dans qu'est-ce que c'est Search for Commerce et qu'est-ce qu'il fait. Search for Commerce, c'est un produit qui permet de faire il y a 5 grands piliers dans ce produit. La première, c'est tout ce qui est search textuel, et on va le voir avec d'autres choses qui arrivent dans Conversation. C'est aussi toutes vos PLP, donc tout ce qui est browsing, navigation dans vos catégories ou dans vos pages que vous allez créer, comme par exemple pour des événements spéciaux comme le Black Friday, vous allez vouloir vous dire je vais avoir des pages dédiées euh, pour une catégorie de produits ou un mix de catégories de produits. Et le browsing, c'est vraiment ça, c'est comment est-ce que je crée ces pages-là et comment est-ce que je les dynamise, comment est-ce que je les personnalise. On a un moteur de recommandation qui vient avec. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'avec la même implémentation de data qui sont requises pour mettre en place cette solution, vous allez avoir des modèles de recommandation que vous allez pouvoir activer sur différentes pages. Donc, votre page panier, votre page compte client, votre page fin de tunnel, la page détail produit pour tout ce qui est produits similaires. Ensuite, on a une brique aujourd'hui qui est Visual Search, qui est un peu séparée, et vous le verrez dans notre roadmap un peu plus tard, on essaie vraiment de la réintégrer dans notre API, mais vous avez déjà une brique disponible sur Google Cloud qui vous permet, avec votre catalogue, de rechercher des produits qui sont similaires visuellement. Un des gros piliers les 2 derniers gros piliers qu'on voudrait mettre en place dans le produit et qui sont déjà en place en tout ou partie, c'est conversation. Donc, on va voir comment évolue la conversation et on a un des retours de ce qu'on a pu expérimenter sur les 2 dernières années, c'est qu'une conversation, elle doit être adaptée à l'intention du client. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on essaie de transformer les moteurs de recherche absolument en conversation parce que ça paraît être une expérience adaptée à l'utilisateur. Ce dont on se rend compte, c'est que la majorité du temps, l'utilisateur n'a pas envie de parler, n'a pas envie d'écrire, il a envie d'acheter un produit. Et donc, comment est-ce qu'on l'accompagne dans les différentes, justement, dans le multipurpose, pour se dire comment est-ce que je vais détecter qui veut faire ça avec moi, qui a besoin de telle information, et adapter la conversation en fonction. Et le dernier pilier, c'est un pilier qui a été, je pense, mis un peu de côté pendant un temps, où on s'est vraiment focalisé sur le cœur du réacteur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met à disposition le savoir-faire de Google. Et ce qu'on essaie de mettre en place maintenant, c'est vraiment comment est-ce qu'on met une équipe autour de ce produit, et notamment comment est-ce qu'on réinclut les merchandisers dans la gestion et comment prendre le contrôle et mieux comprendre ce que fait le search. Donc c'est vraiment un message fort que je veux faire passer là, c'est le merchandising. Euh, on se rend compte que il y a des besoins qui sont forts et qui sont légitimes pour la gestion des produits et qui peuvent se combiner avec l'IA pour tout ce qui est tâches manuelles de ranking à la main ou de personnalisation qui est quasiment impossible à faire à la main, si ce n'est avec des segments, mais on se rend compte que c'est très très vite limité. Comment ça marche? On a une brique donc quand vous faites une requête, la requête elle est passée dans plusieurs IA chez nous. La première, c'est tout ce qui est language AI. Donc, je vais détailler un peu ce que ça veut dire. La deuxième, c'est les produits qui sont relevant, donc qui sont pertinents pour cette recherche. La troisième, ça va être comment est-ce qu'on personnalise, c'est-à-dire en fonction de l'utilisateur, de ce qu'il a vu. Alors, la personnalisation est souvent perçue comme la donnée client ou qu'est-ce qu'il a acheté dans le passé. Ça peut être aussi qu'est-ce qu'il vient juste de voir. Les moteurs de recommandation, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est je viens de voir ce produit, voilà le produit qui est le plus pertinent à pousser à votre utilisateur en cross-sell ou en upsell. Et la dernière, c'est le ranking. Et la complexité du ranking, c'est que chaque utilisateur, en fonction de qui il est, de ce qu'il vient de faire, des produits qu'il est en train de voir et de sa langue, va avoir finalement un ranking qui se doit d'être différent. Si par exemple j'arrive sur un site et que j'arrive par une page qui est plutôt une page promotion,
le comportement d'utilisation n'est pas du tout le même que si j'arrive parce que c'est une nouveauté. Et il y a d'autres choses qui interviennent, c'est comment est-ce que je fais pour maximiser mon revenu. Donc, on va le voir dans les slides d'après. Je vais commencer par tout ce qui est language. Donc, dans tout ce qui est language, notre première brique, ce qu'elle va faire, c'est de décomposer cette requête, de bien comprendre tout ce qui est misspelling, de la traduire automatiquement. La deuxième étape, ça va être de se dire comment est-ce que je sors tous mes produits qui sont les plus pertinents pour cette requête. Et là, on utilise une base d'apprentissage qui est Google Shopping, principalement. Ça a été notre première brique de Relevancy. On en a ajouté d'autres, comme par exemple des LLM qui permettent de faire la pertinence entre un produit et une query. Mais notre brique de base, ça a été Google Shopping. Et on a cette base d'apprentissage de 35 milliards de produits, si je dis pas de bêtises, et d'à peu près 2 milliards d'utilisateurs dans le monde pour justement mieux comprendre quand un utilisateur cherche quelque chose, qu'est-ce qu'il clique chez nous, et donc qu'est-ce qu'il va acheter chez vous. Et avec cette brique de Relevancy, on va sortir 400 produits, les 400 top produits les plus pertinents, et une longue liste qui peut être jusqu'à 100 000 produits, 200 000 produits. Généralement, on est plutôt aux alentours de 10 000 produits sur des catalogues très larges, et on peut avoir moins de 400 produits sur des catalogues plus faibles. Une fois qu'on a fait ça, on va ajouter, et on a ajouté récemment une brique de personnalisation. Cette brique quand je dis récemment, c'était dans les 2 dernières années. On a ajouté une brique de personnalisation qui dit, OK, je sais exactement ce qu'a acheté mon utilisateur sur les 18 derniers mois, je sais ce qu'il vient de faire. Est-ce que je pourrais pas créer une espèce de fiche, une espèce d'identité de tous ses goûts pour personnaliser mon résultat et mon ranking dans les étapes qui viennent juste après. Et c'est exactement ce qu'on fait. On prend donc les 400 premiers produits qui sont les plus pertinents d'un point de vue sémantique. On y ajoute ce qu'a fait l'utilisateur dans le passé. On regarde les trends qui se passent aujourd'hui sur l'ensemble de vos produits sur 30 à 90 derniers jours. On passe tout ça dans un algorithme qui est capable aujourd'hui de prédire et de maximiser le revenu associé à chacun des produits sur 400 produits. Donc, ça prend un peu plus de temps. C'est pas 10 millisecondes. C'est plutôt de l'ordre de 200 millisecondes pour faire ça. Mais c'est une prouesse d'arriver à faire ça technologiquement. C'est des algorithmes qui sont parallélisés, suroptimisés. Parfois même, DeepMind, par exemple, a fait le LLM pour la relevancy. C'est DeepMind qui nous l'a développé pour que ça puisse répondre en moins de 10 millisecondes et avoir toute cette expérience en 200 millisecondes pour pouvoir ranker vos produits dans le bon ordre pour chaque utilisateur. Je vais laisser maintenant le retour terrain à Yva qui a œuvré d'une main de maître avec Point P et Saint-Gobain pour l'implémentation de leur moteur de recherche. Yes, merci Clément. Donc en effet, on a implémenté cette solution chez Saint-Gobain sur 11 différents sites. Donc on avait commencé avec un premier et ensuite on a déployé sur le reste une fois qu'on a eu les résultats de l'A/B test. Donc déjà, c'est qui Saint-Gobain? Donc la particularité de Saint-Gobain, c'est que c'est présent sur le marché B2B et aussi sur le marché B2C. Donc, je pense que tous ceux qui sont responsables de l'e-commerce, ils savent que la manière dont on s'adresse à ces différentes personnes, c'est pas exactement la même. Donc, c'était là où il y avait certaines choses à adapter à la manière plus B2C qui est conçue par le Retail Search. Donc, on verra ça plus dans les détails. En tout cas, nous, on travaille avec Saint-Gobain depuis plusieurs années et on travaille sur pas mal de différentes missions Analytics Web. Et donc, justement, sur cette partie-là de Analytics Web, on s'est rendu compte avec Saint-Gobain qu'il y a des améliorations qui peuvent être faites sur le moteur de recherche existant en 2024. Qui était un peu plus lent, qui était complexe à maintenir. C'était surtout maintenu par des devs. Chaque fois qu'il fallait faire une modification, il fallait demander à l'équipe de dev pour les mises à jour. Des redirections, pareil, c'était fait par des fichiers de référence, des fichiers de config. Donc voilà, donc il y avait plusieurs complexités et qu'on souhaitait résoudre avec cette solution-là.
Donc, on a choisi un retail search, comme je disais, pour le fait que c'est beaucoup plus rapide, c'est très rapide à implémenter et c'est très puissant. Donc, sur les performances du moteur de recherche, il y avait une grosse différence avec l'ancien moteur de recherche. Et là où c'est la raison pour laquelle ils arrivent à avoir ces différentes performances qui sont supérieures, c'est surtout sur le fait qu'ils se concentrent sur la partie comportement client. Donc, on ne prend pas en compte que le product catalogue, les achats et autres, mais on prend en compte vraiment le parcours du client sur le site. Donc, qu'est-ce qu'il a cliqué, quels sont les différents produits qui les intéressent. Donc, tous ces éléments-là, ils sont intégrés dans le moteur de recherche pour que l'expérience, elle est personnalisée pour chaque utilisateur. Et finalement, ce qui n'est pas négligeable, c'est justement cette partie de reprise, de contrôle et d'indépendance des équipes de dev, dans le sens où eux, ils mettent en place toute la partie technique, donc tout ce qui est ingestion des données, ainsi de suite, mais sur tout ce qui est configuration, c'est l'équipe de merchandising qui prend la suite. Donc, c'est eux qui se décident à quel moment on va booster une marque en particulière, à quel moment on va ajouter une promotion sur un produit. Et ça, ils n'ont plus besoin de passer par les équipes de dev pour les mettre en place. Donc cette interface, elle est vraiment très, très puissante pour redonner la main aux équipes et pour améliorer la rapidité de la mise en place de ces différentes stratégies. Donc, il y a d'un côté la rapidité de la solution du moteur de recherche en lui-même, mais également la rapidité du process. Voilà donc pourquoi on a choisi Retail Search. Donc, l'implémentation, c'était vraiment tripartite entre Saint-Gobain, Converteo et Google. Donc, sur la partie PIM, c'est Saint-Gobain forcément qui gardait la main. Donc là, en l'occurrence, c'était dans MongoDB. Et tous les jours, l'expert PIM, il nous téléchargeait cette donnée dans Google Cloud, où on reprenait ces informations. On a construit un schéma qu'on verra un peu plus dans le détail sur la prochaine slide, qui prend ces données, qui les transforme, qui les ingère dans la solution et ensuite qui fait le matching avec les données analytics. Donc, toute cette partie, on a géré de notre côté sur la partie implémentation, mais aussi sur la partie industrialisation. Donc, la première implémentation, ça nous a pris 5 semaines, le temps de coder les différentes briques. Et ensuite, toutes les autres implémentations, entre le démarrage et la mise en testing avec les merchandisers, ça prenait une semaine. Donc, vraiment sur la rapidité d'implémentation. Donc, vous allez voir, vous allez retenir que c'est très rapide, que ce soit sur les sites, sur les process, sur l'implémentation. Voilà. Donc, un gros plus de Retail Search. Et ensuite, sur toute la partie Product Discovery, donc sur la compréhension du produit, sur les recommandations de comment implémenter certains contournements, certaines règles spécifiques qu'il y avait chez Saint-Gobain, sur comment les implémenter avec l'outil. C'est là où l'expertise de Clément était vraiment indispensable pour cette partie-là. Et donc ensuite, on faisait le pont également avec l'équipe de dev front qui prenait cette solution et qui utilisait l'API pour l'affichage directement sur le site web. Donc voilà comment on a travaillé tous ensemble. En termes d'architecture, l'architecture de base, elle peut être très très simple. Ça dépend vraiment de la taille des équipes, de ce qui est nécessaire. Donc, pour un premier A/B test, on a fait au plus simple justement pour que ça passe de manière plus rapide. Après, ça peut également être plus complexe si on se dit qu'on souhaite que tout soit mis à jour, par exemple les stocks, les prix et autres, en temps réel.
Donc, ça dépend vraiment du besoin, mais c'est là où c'est super puisque on n'a pas besoin de faire du over-engineering pour absolument faire du real time si notre stock elle bouge pas très souvent ou si on n'a pas les équipes pour maintenir cette architecture. Donc voilà sur ça. On a également sur justement toutes les différentes transformations qu'on avait faites, c'était d'un côté tout ce qui est nécessaire techniquement, mais aussi toutes les customisations qui ont été demandées par le métier pour adapter le modèle de données de Saint-Gobain au modèle de données qui est attendu par Search for Commerce. Voilà, donc on pourrait rentrer plus dans les détails techniques si ça vous intéresse, mais pour l'instant, passer à la valeur ajoutée à Saint-Gobain grâce à cette collaboration avec Google. Donc, comme j'ai mentionné, on a implémenté certains contournements techniques liés aux besoins métiers. Par exemple, les données aujourd'hui du PIM de Saint-Gobain, ils sont en mode fiche produit, comme souvent avec du B2B, sauf que Vertex Search for Commerce, c'est surtout dans la logique du B2C. Donc, par exemple, ce qui est souvent référencé dans la documentation, j'ai un t-shirt, il peut être small, medium, large, il peut être rouge, bleu, vert, et tout ça, chez Saint-Gobain, ça serait une fiche séparée. Donc, nous, on a fait des contournements pour créer des fiches qui sont primary avec le produit de base et les différentes dimensions, les différentes coloris, et ainsi de suite, qui peuvent en découler. Voilà, des petites choses comme ça qui sont quand même clés sur la logique de l'outil. Ensuite, l'accompagnement des devs sur l'implémentation. Donc, on avait commencé avec l'implémentation par nos soins et vers la fin, c'était plutôt les équipes en interne qui faisaient de bout en bout, donc de toute la transformation data jusqu'à l'implémentation du front-end et la formation du métier de la solution. Donc, comme je disais, l'interface, elle est très facile à utiliser et on a eu beaucoup de succès grâce au product manager de Saint-Gobain pour vraiment onboarder les équipes métiers qui ont pris la main et tous les jours, on nous posait des questions. Oui, mais pourquoi telle métrique ici et telle métrique là-bas? Pourquoi ça a bougé? Donc, c'était un vrai plaisir de travailler avec Saint-Gobain qui a vraiment pris en main la solution qui en même temps est super et très facile à utiliser. Donc voilà, en même temps, on a remonté certains bugs. La solution, elle est assez nouvelle, elle évolue beaucoup. La solution qu'on a aujourd'hui est très très différente de celle qu'on avait implémentée il y a un an. Il y a plein de nouveaux features, de nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, c'est vraiment un produit qui est top. Donc, les résultats sur le terrain. Donc, maintenant qu'on a implémenté la solution, quels étaient les facteurs de succès? Donc, l'implémentation rapide, comme je disais, on a implémenté en 5 semaines. En face, on avait un compétiteur qui avait commencé avant nous et ça faisait 1 an qu'ils essayaient de l'implémenter. Non seulement ça, mais aussi la scalabilité. Est-ce qu'une fois que c'est implémenté, en fait, nous, on pouvait passer, pour la B-test, on était à 50-50, mais par contre, on pouvait passer du jour au lendemain en 100%. 100% à Vertex AI, Search for Commerce, puisque c'est scalable et on ne provisionne pas les serveurs qui sont derrière. Donc, que ça soit 10 requêtes qui sont faites par jour ou 1 million, il n'y a pas de risque que le système il va crasher. C'est juste une question de coût, forcément, par requête. Donc, implémentation très rapide. Les retours de produits plus pertinents, on verra ça juste après. La réponse API en 1 seconde, donc Clément il parlait de 200 millisecondes. Quand on parle de réponse API, c'était vraiment l'entièreté
quand on avait testé sur des requêtes qui étaient vraiment très avancées, et ça répondait quand même très rapidement. Et on avait baissé le temps de réponse sur site de 50%, je pense, de tête, grâce à Retail Search. Ensuite, l'interface qui donne la main au métier, donc on verra ça dans les détails après. La déportation de la gestion du redirect. Lors des AB tests, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des fichiers de config de redirect qui s'étaient cachés un peu dans la partie front. Donc justement, on enlève ce risque des configs manuels, et tout est centralisé dans l'interface. Ça, c'est vraiment très, très puissant. Et puis, finalement, simplification de site via des modèles de recommandation. Donc, cette piste, elle est en cours d'étude avec les data scientists pour pouvoir simplifier les modèles de recommandation qui existent déjà. Encore une fois, on a toutes les données nécessaires pour faire de la recommandation, puisqu'on a les données Product Catalog et les données Google Analytics. Donc, tout ce qui est nécessaire pour faire des modèles de recommandation. Clic-bouton. Donc, en termes d'équipe, voici à peu près l'équipe qu'on avait en place. Donc, le Search Data Engineer, le Product Owner, le Merchandising Lead. On avait un lead par enseigne, le Search Data Scientist, le PIM Expert et le Web Analytics Expert. Donc, la partie Data Engineer, c'est Data Engineer Dev. Et donc, on verra justement sur toute la partie interface. On va faire un petit deep dive sur cette partie-là pour montrer qu'il y en a une interface qui est accessible par chacun des différents membres de l'équipe qui s'intéressent à des différentes parties forcément. Et en fait, on a tous la même vision. On n'a pas cette complexité de oui, mais moi sur mon écran de monitoring, je vois telle donnée, sauf que sur une autre personne, sur un autre membre de l'équipe, ils ont un autre KPI qui s'affiche. Bref, tout est centralisé et c'est vraiment super. Donc, en termes de monitoring, donc ça c'est pour le data engineer, le dev, la suivi. On a un écran où on peut suivre vraiment tous les appels API. Est-ce qu'il y a eu des problèmes? Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Est-ce qu'il y a eu des pics de latence? Donc tout ça, c'est disponible au sein de l'interface. Donc là, sur la partie gauche, on a tous les différents onglets. Donc là, c'est la partie monitoring. Donc ça, c'est plutôt pour le data engineer. Ensuite, pour le monitoring du product catalog, donc pareil, un onglet sur la partie gauche avec les différentes branches, donc le prod, la prod, la pré-prod et le dev, tout disponible, et on peut voir le produit plus en détail pour comprendre si on attend, par exemple, si on s'attend qu'il y ait un produit qui remonte mais on ne le voit pas, une des choses qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder directement dans le product catalog, on voit exactement ce que Retail Search il a ingéré, pour savoir quelle peut être la raison pour cette différence. Donc ça, c'est plutôt le scope du PIM Expert. Ensuite, on a la partie qualité de données. Donc, une fois que toutes les données sont ingérées, que ce soit les données du Product Catalog ou les données de Google Analytics ou n'importe quel web tracking, on peut regarder à quel point ils sont conformes à ce qui est attendu par le moteur de recherche Retail Search, puisque forcément, c'est un modèle derrière, et donc il a besoin d'une certaine qualité de données pour que ça puisse bien fonctionner. Donc ça, c'était le Product Owner qui suivait cette partie-là. Ensuite, il y a la partie recommandation, des modèles de recommandation. Donc, tout ce qui est de plus classique, ça peut être activé clic-bouton avec les mêmes données, comme je disais. Donc, les recommandations pour un utilisateur, des produits similaires qu'on pourrait apprécier, des produits qui sont souvent achetés ensemble, des produits qu'on a déjà achetés auparavant et qu'on souhaite acheter encore. Donc, c'est encore sur cette partie, sur cette interface, sur l'onglet modèle. Voilà, plutôt pour le data scientist. Ensuite, il y a un onglet Aggregated Analytics, et donc là, on peut faire la comparaison, par exemple, des A/B tests. On remonte un Experiment ID et on peut faire une comparaison des performances des deux moteurs de recherche.
Donc là, c'était pareil, c'était le product owner qui suivait plutôt cette partie-là, l'organisation de tout ce qui est A/B test. Il y a 2 éléments également à garder en tête. La partie search, donc ça, c'est tout ce qui est barre de recherche sur le site web. Et il y a la partie browse, donc ça, c'est toute la navigation par menu. Donc tous les deux, ils sont traqués et ils sont suivis, ils sont optimisés d'une manière différente puisque c'est des comportements différents. Voilà. Donc le moteur de recherche, il prend en compte ces 2 éléments-là. Ensuite, on avait également créé à la main un looker pour suivre le parcours des clients sur certains produits. Pour comprendre leur parcours et où on a des éléments qui fonctionnent pas bien, pourquoi il n'y a pas certains produits qui remontent. Donc là, ce dashboard, il a été créé à la main. Là, je pense qu'il y a un dashboard qui est en cours de création côté Google qui sera disponible de base. Mais en gros, ce dashboard, ça nous permet de simuler une recherche, par exemple, avec un search query, de voir si une personne a recherché, dans le cas de Saint-Gobain, il a recherché parpaing et avant, ils avaient acheté un produit en particulier. On peut creuser sur ce différent parcours. Donc voilà, donc tout ça, c'est avec les données de Retail Search. Et puis finalement, c'est toute la partie de contrôle. Donc, comme je disais, sur la partie boost des différents produits, sur les promotions, sur les redirects, tout ça, c'est l'idée par le merchandising lead, forcément. Et c'est disponible directement dans la console également, où on peut implémenter certains paramètres, certains contrôles pour et simuler le résultat à côté. Donc ça, c'est super. Et même si c'est une possibilité, en fait, nous, on a essayé d'implémenter le modèle de recherche vanille qui finalement a fonctionné déjà en mode out of the box. Il a fonctionné beaucoup mieux que le moteur de recherche existant. Et ensuite, on peut aller vraiment fine-tuner, mais il faut savoir que le modèle de base, il fonctionne très bien. Voilà. Donc le résultat de toutes ces implémentations, toutes ces configurations, c'est qu'on a des produits qui correspondent à la recherche. Donc déjà, par exemple, si on tapait sable dans l'ancien moteur de recherche, on avait des produits avec couleur sable qui remontaient, ce qui peut être pertinent, mais on pense que l'intention utilisateur, c'est plutôt si on tape sable, on aimerait bien avoir du sable qui remonte. Donc c'est là où on voit sur cette deuxième partie-là sur Google. Ensuite, on a plus de produits qui sont disponibles. Donc ça joue beaucoup puisque même si on remonte les produits qui sont les plus pertinents, si ensuite en tant qu'utilisateur on peut pas prendre une action, ça sert pas grand-chose en termes de résultats de recherche. Donc là, non seulement on remonte des produits qui sont plus pertinents, mais 3 des 4 produits qui sont remontés sont disponibles. Donc on a un call to action clair qu'on peut activer par rapport au moteur de recherche ancien. Et puis finalement, les produits de la marque .v sont privilégiés, ce qui était important pour Saint-Gobain. Donc là, Ultibat, ça remonte en premier. Donc voilà sur les résultats. Ensuite, un bonus, c'est qu'il y a une option sur Retail Search d'activer le auto-completion et la suggestion des mots-clés. Donc là, on l'avait activé donc dans la barre de recherche. Donc ça, c'est un API qui appelle comme pour la page de résultats. Par contre, la partie mots-clés, c'est alimenté par l'autocomplete. Donc encore un avantage de ce moteur de recherche. Donc si on synthétise ça en trois mots-clés, c'est que c'est très rapide, une technologie très intelligente, on peut utiliser la solution de base et un impact business immédiat. Donc l'impact business en mode A/B test, c'est ça.
Donc, 8% d'augmentation des atteintes de pages produits. C'est-à-dire que ça fonctionnait, c'était beaucoup plus pertinent. 30% d'augmentation à l'ajout de panier, c'est justement cette partie-là d'avoir des produits disponibles pour pouvoir prendre une action derrière. Et 6% d'augmentation de chiffre d'affaires. Donc, sur la partie 6% d'augmentation de chiffre d'affaires, il faut savoir que certains sites de Saint-Gobain, c'est plutôt en mode vitrine. Et donc, l'ajout au panier, c'est un peu un wishlist. Et ensuite, les professionnels ils vont directement sur place boire un café avec le responsable commercial et passer leur commande ensuite. Voilà, donc je te repasse la main Clément pour la suite, à savoir que chez Saint-Gobain on continue l'histoire, c'est pas terminé. Il y a plein de fonctionnalités supplémentaires qu'on commence à implémenter grâce aux recommandations de Clément qui va vous partager là tout de suite. Merci Yva. J'aimerais vous parler maintenant de cette partie qui nous tient à cœur, sur tout ce qui est conversationnel et comment est-ce que vous pourriez aller vers le conversationnel avec Google. Alors, une conversation, ça commence d'abord sur l'autocomplete. T'en as parlé, Yva. Aujourd'hui, quand un client commence à taper quelque chose, on a beaucoup de sites qui commencent à montrer des produits et dans l'autocomplete qu'on propose, c'est plutôt on engage finalement un début de conversation qui est je vais lui suggérer des requêtes qui sont les plus tapées et donc je vais l'aider à trouver mieux sa requête que mieux ses produits. On va lui aussi lui suggérer des catégories et des marques en fonction de ce mot-clé. Donc tout ça c'est automatique et c'est inclus dans la solution et c'est même fourni c'est inclus dans la facturation, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ne payez pas pour avoir accès à cette fonctionnalité. La deuxième étape, c'est aujourd'hui, on a des facettes et les merchandisers, ils ont beaucoup de complexité sur chaque catégorie, voire sur chaque requête, de se dire mais quelle facette il faudrait que je montre en fonction de la requête que je viens de taper. Et donc, on a des notions de facettes dynamiques qui permettent pas de faire une conversation, mais qui permettent vraiment d'améliorer l'expérience en se disant je vais proposer la facette la plus pertinente pour cette requête et uniquement cette requête. On a ajouté l'an dernier ou il y a 1 an et demi ce qu'on appelle des dynamic tiling. C'est quelque chose que vous avez déjà sur Shopping. Donc, quand vous tapez une requête, vous avez non pas des facettes qui s'affichent, mais les valeurs des facettes les plus pertinentes. Donc par exemple, là c'est un mix de la matière, la couleur, la taille et les plus cliqués pour que très rapidement votre utilisateur il puisse se dire ok, dans cette requête-là, ce qui m'intéresse c'est plutôt une matière en coton. Et puis à la requête d'après, on va lui proposer d'autres gélules, donc des tiles, qui vont lui permettre d'aller plus facilement dans la complexité de vos produits finalement. L'étape d'après, c'est une étape, c'est comment est-ce qu'on le rend conversationnel. Et un des use cases qu'on a très souvent, c'est j'ai plus de 10 000 produits quand je tape robe, peut-être pas robe noire pour une fête, j'en aurais peut-être moins. Mais quand on a des requêtes qui ont une très très longue tail, la complexité, c'est comment est-ce que je vais filtrer ces résultats le plus rapidement possible pour arriver finalement à un set de produits, à un nombre de produits qui est restreint. Donc comment est-ce que je vais passer de 10 000 à 50, 60 produits, voire 15 produits, et l'utilisateur, il a directement en visibilité ces produits-là. Ce qu'on a introduit, c'est on génère des questions sur les filtres qui sont les plus utilisés et sur les valeurs qui sont les plus utilisées. C'est pour ça que finalement le dynamic faceting et le dynamic tiling sont des prérequis à pouvoir engager une première conversation qu'on appelle une conversation guidée pour le tunnel de conversion. Et donc c'est ce qu'on appelle du search filtering. Et vous avez ça maintenant inclus dans notre solution. Donc c'est quand vous faites un call de search, vous avez juste à rajouter renvoie-moi aussi la question la plus pertinente que je devrais poser à mon client, et c'est inclus dans le pricing. Je ferai les démos après parce qu'il faut que je switch l'écran. Du coup, je vais changer un petit peu de setup. Quelque chose qu'on voit, ça arrive en juillet, c'est parfois on ne cherche pas un produit en particulier, on cherche un set de produits. Donc, par exemple, l'exemple que j'ai ici, c'est je veux commencer à courir, je veux commencer la course à pied. Comment est-ce qu'on crée cette expérience sans nuire à la conversion toujours,
c'est je veux donner des conseils, certes, mais je veux surtout vendre des produits. Et pour ça, on a développé une API qui permet de dire que si quelqu'un a une requête dont l'intention est d'avoir plusieurs requêtes, sous-requêtes de produits, je vais automatiquement la décomposer et regarder tout ce que j'ai dans mon catalogue en multipliant ces requêtes. Donc, au lieu que l'utilisateur aujourd'hui se dise, je veux commencer la course à pied, donc il faut que j'achète un short, il faut que j'achète des chaussures, il faut que j'achète un t-shirt, il faut que j'achète des chaussettes, on va automatiquement décomposer ça pour lui et lui dire, voilà ce à quoi il faut que tu penses. Ça permet non seulement de faciliter évidemment la recherche dans le catalogue, mais ça permet aussi de faire beaucoup de cross-sell. Par exemple, je pourrais vous dire, il faudrait que vous achetiez une montre connectée, il faudrait que vous achetiez un casque pour courir, il faudrait que vous achetiez d'autres choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Et donc, cette IA, elle va vous permettre de mieux répondre et de faire beaucoup plus d'upsell, mais en plus de ça, beaucoup plus de cross-sell. Et avant de passer à la roadmap, je vais essayer de passer d'écran. J'avais pas prévu ça, mais pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble en vrai. Et donc je vais faire d'abord ça. Je sais pas si ça marche si je fais ça. Hop, ouais, je vais le faire comme ça. Au moins ça. Je dis pas tout. Est-ce que là, si je fais ça, vous voyez mon écran? Non. Ici, vous devriez le voir. Je vais agrandir un peu ma fenêtre, puis je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble. Donc là, c'est un site qui a déjà implémenté le search filtering. Et donc, si je viens dessus, je vais avoir, par exemple, je vais chercher un sofa. C'est ma requête favorite pour ceux qui l'ont déjà vu. Je change pas souvent. Et là, on voit qu'il y a il y a une IA qui a été posée. Donc, il y a un travail d'interfaçage aussi à faire de votre côté pour dire, OK, je veux un canapé, je le veux plutôt de couleur euh, beige. Donc là, on était à 10 000 résultats, on tombe à 2000. Je veux qu'il soit en cuir. Donc là, on tombe à 16 résultats et on s'arrête de poser des questions. Donc on n'a pas une conversation interminable, on a quelque chose qui est assez efficace pour arriver à un sous-ensemble de produits qui sont pertinents pour l'utilisateur. Le deuxième exemple, c'est une petite démo. Je ne sais pas si on la voit bien, surtout sur ce grand écran, mais je vais essayer de vous la montrer. C'est exactement la requête que je viens de vous dire. Donc, je vais supposer que je suis une femme pour aujourd'hui et je voudrais commencer la course à pied. Si je fais ça, le moteur, il va automatiquement décomposer la requête. Il va vous suggérer déjà un premier pavé en disant, bah, pour commencer à courir, voilà tout ce dont vous avez besoin. Et il va commencer à vous suggérer tous les produits potentiels. Et on le voit ici, par exemple, il va vous dire, bah, ça serait pas mal d'acheter une montre connectée si vous voulez commencer à courir. Ça serait pas mal d'acheter, bien évidemment, un t-shirt adapté, des chaussures. Et donc, il va vous proposer avec la même personnalisation pour chaque requête, il va vous proposer les meilleurs produits qu'il a aujourd'hui dans le catalogue. Je vous propose maintenant de passer à la roadmap. Je vais essayer de baisser ça. Et pour la roadmap, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'en ai fait une synthèse en six vignettes. Comme je vous l'ai dit, on a différentes briques qui sont sur le cœur du moteur de recherche. Donc, c'est les briques de Language AI, de Relevancy et de personnalisation. Sur Language AI, on a sorti déjà, ça a déjà été fait, un auto-translate qui est beaucoup plus intelligent. Notamment, on avait des problématiques comme quand je tapais Apple. Alors Apple, c'était pas le cas, mais j'avais potentiellement des livres sur les pommes qui pouvaient sortir. Et c'est pas ce que cherche un utilisateur. Et donc, on a aujourd'hui une prise en compte automatiquement de, par exemple, toutes les marques qu'il y a dans votre catalogue pour ne pas les traduire et pour rester sur quelque chose qui est propre à votre catalogue. En termes de langage, on ajoute aussi, je crois on a aujourd'hui 40 langues déjà disponibles. On va en ajouter 35 de plus. Et c'est important pour que ce produit se scalade dans tous les pays que vous opérez aujourd'hui. En termes de relevance, on a sorti il y a un an un, un LLM donc, qui a été développé par DeepMind qui nous permet de dire pour ce produit-là, est-ce que cette query est pertinente ou plutôt pour cette query, est-ce que ce produit est réellement pertinent? Je vais vous donner un exemple. Si je tape du beurre, je veux du beurre en plaquette, je veux pas du beurre de cacahuète et je veux pas du beurre de karité. Et un moteur de recherche aujourd'hui, il a une pertinence de clic. On pourrait vous le mettre dans la long tail, c'est d'ailleurs ce qui se passe. Mais est-ce qu'on peut ajouter des LLM qui sont capables d'aller
aujourd'hui rajouter des produits qu'on n'aurait pas vus avec les systèmes qu'on avait dans Google Shopping, par exemple. Donc, on rajoute des briques de LLM pour ajouter justement soit des nouveaux produits à notre système de pertinence ou en enlever. Une chose qui a été très demandée par nos clients, c'est comment est-ce que moi je peux injecter des signaux CRM, comme par exemple, mon utilisateur, je sais qu'il aime les chiens. Alors, il le dit pas sur votre site, il le dira jamais, mais vous le savez. C'est des signaux que vous allez être capable très prochainement d'inclure dans les events utilisateurs pour dire, je sais que cette personne, elle a ces appétences que toi, tu n'as jamais vues. Donc, c'est pas des achats, c'est pas des choses qu'on aurait pu capter dans votre analytics, c'est vraiment des choses que vous savez par ailleurs et que vous voudriez nous soumettre pour savoir si ça a un intérêt d'un point de vue personnalisation. On a parlé des connecteurs GA. Notre phase d'onboarding, c'est d'essayer de faciliter un maximum l'implémentation de notre solution. Et donc, il y a 3 piliers pour ça. Le premier, c'est de créer de nouveaux connecteurs. Donc, le premier connecteur qui va sortir en plus de celui qui existe déjà pour Google Analytics, ça va être celui d'Adobe, qui est une des solutions les plus utilisées sur le marché. Et on va avoir un connecteur natif. Pourquoi? Parce qu'en fait, les clients ont déjà un schéma de données pour leur analytics et on leur demande de le transformer. Et c'est une étape qui prend peut-être 2-3 jours de votre temps et on essaie de réduire ça au maximum. Donc, si on peut s'adapter à votre modèle de données, ce serait beaucoup plus efficient. Donc là, on parle vraiment des événements utilisateurs qu'on va récupérer. Après, il y a tout ce qui est onboarding du catalogue. Comment est-ce qu'on peut prendre votre catalogue et se dire, OK, quels sont les attributs qu'il y a dans ce catalogue? Quels sont les titres, les descriptions, les attributs spécifiques et comment est-ce qu'on va automatiquement mapper tout ça? Bon, vous le savez, le Gen AI, et les LLM, ils sont ultra efficaces pour faire ce genre de choses. Et donc, on est en train de développer un LLM pour faire du schema mapping entre votre catalogue et le catalogue de Vertex et Search, entre les deux schémas, disons. Et la dernière chose, c'est que on a un accès au support qui est alors plutôt à l'équipe d'onboarding. C'est pas vraiment l'équipe de support. Le support, vous y aurez toujours accès. Si vous avez un problème en production, vous pouvez envoyer un ticket, on vous répondra. Mais c'est vraiment à un moment, il faut que nous, on vérifie tout ce qui se passe. Et c'est quelque chose qui est très difficile à scaler de notre côté. Et donc, on est en train de spécialiser des customer engineers pour qu'ils puissent justement supporter de plus en plus d'utilisateurs et de leur donner des outils pour que, à chaque fois qu'on ait un nouveau client, on puisse vous accompagner du mieux qu'on peut sur cette implémentation, au même titre qu'on a accompagné Converteo et Saint-Gobain. À l'époque, c'était moi qui le faisais. Donc, j'étais le C qui a un peu lancé ce programme-là. Et puis, je suis devenu product manager pour la partie d'après. Mais voilà, je pense que c'est essentiel que vous ayez un point de contact Google pour les subtilités d'implémentation qui sont nécessaires généralement à faire un search parfait. Un des points aussi qui est important, et c'est le merchandising, j'insiste vraiment dessus parce que c'est bien de faire de l'IA sur toutes ces briques, c'est bien de faciliter l'implémentation, mais on a un vrai besoin de nos clients de garder le contrôle sur certaines requêtes et de mieux comprendre ce qui se passe derrière cette IA. Donc, un des premiers retours qu'on a, c'est l'IA peut paraître un peu effet black box, et en fait, quand on creuse, on a toujours une raison valide. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'un produit est en haut? Parce qu'il est plus pertinent, il est plus cliqué, il est plus acheté, il est plus mis au panier. Ou pourquoi est-ce que ce produit et il remonte alors qu'il devrait pas remonter? Je vais vous montrer une petite démo. Parce que tout simplement dans votre catalogue vous avez mis que ce produit c'était une paire de chaussures de running alors que ça n'en est pas une. Donc il y a aussi une notion de si votre catalogue est pas a des anomalies, comment est-ce qu'on peut vous expliquer qu'il y a une anomalie sans que vous ayez à rentrer dans les arcanes du système et de vérifier chacun des produits? Yva, tu le disais très bien tout à l'heure. Si on a un produit qui remonte, on va aller dans le catalogue. Comment est-ce qu'on peut faciliter ça dans l'interface de merchandising, dans cette application de merchandising qu'on est en train de développer? Et une des dernières choses qui me semble essentielle, c'est tout ce qui est dans le conversationnel. Si on devait lancer du multi-request sur chacune des requêtes pour savoir si c'est une intention d'achat de produits, de plusieurs produits ou par exemple de page qui serait votre service client, comme par exemple quelles sont les modalités de retour, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc on a développé ce qu'on appelle une détection d'intention qui vous permet automatiquement de router vers le bon moteur de recherche, je dirais, la bonne modalité du moteur de recherche.
On va accélérer sur Visual Search, j'ai quelques screens là-dessus, et on va avoir aussi un mode AI Overview. Donc, par exemple, si vous dites quelles sont les modalités de retour produit, on va pouvoir vous renvoyer automatiquement un résumé de quelles sont les modalités. Plutôt que de vous renvoyer vers la page, on va synthétiser ça pour l'utilisateur et vous renvoyer automatiquement ces informations. Alors, sans plus attendre, sur tout ce qui est multimodalité, on explore tout ce qui est Virtual Try-On. Et dans les prochaines versions qu'on va sortir, vous allez pouvoir injecter une image pour trouver des images similaires de manière native. Et vous allez pouvoir injecter une image et l'enrichir avec du texte pour mieux chercher dans votre catalogue. Donc, c'est pas des images similaires, c'est vraiment trouve-moi des produits similaires dont la requête serait une robe rouge. Donc, même si la robe est pas rouge au départ, on sait que c'est ce style de robe qu'on doit aller chercher, plus ajouter une couleur au-dessus de cette robe. Donc, vous avez quelques screenshots de à quoi ça va ressembler dans le futur. La dernière, j'ai pris cet exemple-là, c'est pourquoi un produit n'apparaît pas dans mon catalogue. Pour ça, il peut y avoir plein de raisons. Et comme je vous le disais, donc je vais le chercher, ce produit, c'est ce qu'on est en train de développer. Et je vais expliquer à mon utilisateur qu'en fait, il a consciemment mis un contrôle, sans le savoir, inconsciemment plutôt, mis un contrôle pour dire, bah, je veux que ce produit soit déboosté. Il peut avoir d'autres problèmes, comme par exemple, j'ai un problème de ranking, et donc on va lui expliquer que ce produit, en fait, il n'y a pas un CTR si élevé que ça, même si lui, il pense que c'est un super produit, ses utilisateurs ne sont pas forcément appétents. Et des problèmes de catalogue, on le voit tous les jours. On voit des produits qui disparaissent du catalogue et le merchandiser ne le sait pas. Donc il se dit, mais pourquoi est-ce que ce produit n'apparaît plus? Ben, parce qu'il est plus dans le catalogue depuis 2-3 jours. Il était out of stock avant, et donc vendre des produits qui sont out of stock, ben, on les poussait plus. Et vendre des produits qui sont pas dans le catalogue, c'est quasiment impossible pour nous. Voire c'est impossible en fait. On va tourner autour du pot. C'est vraiment quelque chose où on va aider l'utilisateur, le merchandiser, à mieux comprendre ce qui se passe derrière notre IA. Et je laisse Yva conclure cet event, si j'ai bien compris ce dernier slide. Yes. Du coup, si ça vous intéresse d'en parler plus, sachez que Converteo sera au Google Summit jeudi prochain, donc dans une semaine. Donc, on vous fait un petit teaser. Il y aura cette fois-ci David Guédé qui est principal chez nous, qui est CTO, disons, chez Converteo, Laurence qui est Head of IT Transformation chez Saint-Gobain, et ensuite Clément qui sera sur scène pour présenter ce produit-là. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller, c'est le 22 mai, donc dans une semaine. Entre-temps, avec Virginie, qui justement a été le product owner côté Saint-Gobain de ce produit-là, on a fait un regard croisé qui est disponible sur notre site web, sur le blog Converteo. Et en S2, on fera un webinaire pareil pour la suite, justement, tout ce que Clément il présentait sur le Conversational Search, qui est en cours d'implémentation avec les équipes Saint-Gobain. Donc voilà, donc il y a plein de différentes sessions qui vont venir. Et puis, dernier plug, rien à voir avec Retail Search. On sera également présent, puisque c'est nous qui animons cette conférence, le 1er juillet, pour parler de tout ce qui est roadmap AI for marketing, donc sur tous les sujets un peu similaires à celui-ci. Donc vous pouvez nous croiser à ce moment-là. Et là, on a encore 4 minutes. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et puis, encore une fois, même moi, j'y serai au stand au GCP Summit la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à passer et faire coucou. Une petite question? Sinon, je pense que le support, il vous sera envoyé avec le replay. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter votre consultant favori chez Converteo pour avoir plus d'infos. Virginie est en train de taper quelque chose. Donc, soit ça va arriver. Ah, bah, c'était pas une question.
Merci, Virginie. Et surtout, merci pour ta venue aujourd'hui. C'est toujours Oui, bien d'avoir. pour tout en aide lors du projet. C'était vraiment un plaisir. Virginie, c'est la Virginie pour de Product Owner, Saint-Gobain. Voilà. Pas de questions, je sais que ça devait être clair. On a perdu tout le monde. Si on a perdu tout le monde, venez discuter avec nous. Et si c'était super clair, à vos marques pour l'implémenter chez vous. Bonne journée à tous, du coup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.